Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Les Palestiniens pourront bientôt bénéficier de l'ouverture permanente prochaine du poste frontière d'Alembi, également connu sous le nom du pont Hussein entre Israël et la Jordanie. Les responsables marocains sont en contact avec des représentants américains, palestiniens et israéliens pour permettre l'ouverture de ce point de passage stratégique. Et c'est désormais chose faite. Et nous irons à Tabrekta Saleh pour parler de Souk Salihin, un projet de grande envergure qui vient d'ouvrir ses portes sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce projet intégré, édifié sur ordre du souverain, a nécessité des investissements de l'ordre de 361 millions de dirhams. Il est destiné à promouvoir les conditions socio-économiques de milliers d'habitants. Les efforts se poursuivent depuis hier soir pour circonscrire, maîtriser les flammes qui ont ravagé des centaines d'hectares de couvert végétal à Ouazen, Teza et Larache. Des opérations compliquées par une météo loin d'être favorable. On fera le point dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur l'analyse des clichés de notre univers, clichés pris par le télescope James Webb qui ont fait le tour de la planète ces derniers jours. Les clichés seront commentés par un grand scientifique de la NASA présent avec nous sur le plateau, Kamal Oudreri. Nous parlerons également des dernières informations concernant la mission de Persévérance sur la planète Mars. Bonsoir, je vous disais en titre, un grand événement se confirme aujourd'hui grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les autorités israéliennes ont décidé l'ouverture sans interruption du poste frontière d'Alembi Roi Hussein reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Cette médiation menée par le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique a permis d'aboutir à un accord pour l'ouverture donc permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de ce passage qui représente la seule ouverture des Palestiniens vers le monde. Mohamed Aïtchgar pour les précisions. Le pont Al-Hussein, ce point de passage également appelé Alembi, relie la Cisjordanie et la Jordanie. Un lieu de passage extrêmement fréquenté par les Palestiniens. Il est situé dans la vallée du Jourdain, à près de 50 km à l'ouest de Amman. À l'initiative du Maroc, des États-Unis et d'Israël, ce point de passage sera bientôt ouvert de façon permanente. Dans une première réaction à chaud à l'annonce de cet événement qui fait depuis ce matin la une de l'actualité internationale, la ministre israélienne des Transports, Merav Mikaeli, a remercié dans un communiqué le président Joe Biden et Sa Majesté ainsi que le Royaume du Maroc pour, et je la cite, leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient. La ministre israélienne des Transports précise dans le même communiqué que le projet devrait se concrétiser une fois que les conditions logistiques seront réunies. Pour les Palestiniens, le pont Alembi est crucial. Il représente la seule porte ouverte sur le reste du monde. Étape obligée avant l'aéroport de Amman. Ce sont donc des centaines de milliers de citoyens palestiniens qui bénéficieront des fruits de cette triple initiative marocaine, américaine et israélienne, un événement qui aura à coup sûr un fort impact social pour la population palestinienne. Une dimension au cœur même des actions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. La prochaine ouverture permanente de ce pont constitue pour les Palestiniens désireux de voyager à l'étranger la fin de l'angoisse du pont Alembi. L'ouverture permanente donc annoncée et confirmée du pont Alembi fait la une de la presse internationale. Un tour d'horizon tout de suite en compagnie d'Oumaima Ramli. Le pont Alembi, un pont vers la paix. Depuis plusieurs mois, le Maroc et les États-Unis œuvrent pour cette réouverture tant attendue. Une initiative qui fait écho dans la presse internationale. Le Palestinien Ma'an News titre « Grâce à une médiation marocaine, le pont Alembi est en passe d'être réouvert par les autorités israéliennes ». À Saoussana, le quotidien jordanien met en avant la contribution du royaume dans ce projet d'envergure. De Jérusalem Post loue l'engagement marocain pour la paix dans toute la région du Moyen-Orient.
Du côté du site électronique de la télévision israélienne I24 News, le rôle du Maroc est mis en avant. Le média revient sur la déclaration de la ministre des Transports qui remercie les efforts continus du Maroc en faveur de la prospérité. Sur le site officiel de la Maison-Blanche, de whitehouse.gov, un article rendu public met en avant l'importance de ce pont pour faciliter la vie aux citoyens palestiniens. Également connu sous le nom du pont Hussein, le pont Allenby permet de franchir le fleuve de Jordanie qui sépare la Cisjordanie et la Jordanie. L'ouverture de ce passage réouvrira la voie pour de nouvelles négociations entre Israël et la Palestine. Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour l'ouverture de Souk Salihin à l'arrondissement Tabrikt à Salé, un projet de grande envergure dont les travaux de réalisation ont été lancés par le souverain le 24 octobre 2017. Ce projet intégré, qui a nécessité des investissements de l'ordre de 361 millions de dirhams, est destiné à promouvoir les conditions socio-économiques de milliers d'habitants. Sur une superficie de 23 hectares se dresse Souk Salihin à l'arrondissement Tabrikt dans la ville de Salé. Un marché flambant neuf qui vient d'ouvrir ses portes sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un investissement de 361 millions de dirhams destiné à améliorer les conditions socio-économiques de milliers d'habitants et à donner un coup de boost à l'activité économique au niveau de la ville. Un projet d'envergure qui s'inscrit en droite ligne avec la politique de proximité prônée par le souverain. Avec une vision claire, celle de mettre le citoyen au cœur des priorités sociales et de répondre à ses besoins fondamentaux. Il est possible aujourd'hui pour ces commerçants de s'adonner à leurs activités dans des conditions qui préservent leur dignité et qui leur permettent de développer leur métier tout en bénéficiant de plusieurs services. Les commerçants ont pris place dans leurs nouveaux locaux commerciaux avec enthousiasme. L'ancien souk traditionnel où ils exerçaient auparavant leurs activités n'est plus qu'un vieux souvenir. Nous espérons aller de l'avant avec ce nouveau souk qui est en bonne et due forme. Auparavant, on se contentait de lieux inconformes à notre activité commerciale. On ne disposait ni d'eau ni d'électricité. À présent, tout est impeccable grâce à Sa Majesté le roi. Nous avons bénéficié de ce local. Cela nous réjouit. Je remercie Sa Majesté le roi pour cette initiative, car auparavant nous n'étions pas bien dans les anciens locaux. J'espère que les choses iront au mieux pour nous tous. Le souk est magnifique. Ce fut un rêve, le voici exaucé. Toutes les dépendances sont bien aménagées. Ça donne envie de déambuler. Réalisé sur hautes orientations royales, Souk Salihin comprend un complexe commercial abritant 1070 locaux et un marché central comportant 413 commerces. C'est une expérience inédite, un modèle novateur de gouvernance des politiques publiques à destination du secteur informel. Sur haute instruction royale, le transfert des locaux aux commerçants et professionnels bénéficiaires s'est opéré moyennant des prix prenant en considération la nature de leurs activités commerciales et professionnelles et leur situation sociale, avec à la clé des facilités de paiement du montant d'acquisition. Tout cela en bénéficiant du programme Intelaqa, facilitateur d'accès aux fonds nécessaires à l'acquisition des équipements. Avec cette nouvelle structure commerciale, même le paysage urbain s'est offert une cure de jouvence. Des espaces verts donnent de l'éclat au lieu et ces terrains de proximité insufflent une bouffée d'oxygène aux jeunes de la ville de Salé. Auparavant, pour disputer un match de basket, nous étions obligés d'aller à pied jusqu'au quartier Bettana. Maintenant, des terrains bien équipés sont à proximité de nos quartiers. Avec ces terrains et ces espaces verts, les jeunes trouveront des lieux où ils pourront jouer tranquillement. Alors qu'auparavant, ils jouaient dans des endroits mal adaptés à leur discipline.
Cette structure commerciale intègre le commerce informel au sein du tissu économique organisé, en permettant aux commerçants, aux professionnels et artisans de bénéficier du régime d'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. D'intenses efforts sont déployés depuis hier soir pour circonscrire, maîtriser les feux de forêt qui ont ravagé des centaines d'hectares de couverts végétal à Ouazen, Taza et Larache, sans faire fort heureusement de dégâts humains. Pour maîtriser les flammes, des équipements, divers moyens logistiques ont été mis à disposition, dont des camions citernes, des camions de première intervention, des ambulances, des engins de terrassement et d'autres moyens pour maîtriser les flammes. On fait tout de suite le point en compagnie de Myriam El-Messi et Hassan El-Moussaoui. Une épaisse colonne de fumée recouvre les massifs boisés de Boujdienne, près de Larache. Des kilomètres plus loin, la forêt de Bab Azhar à Taza continue de s'embraser. Sur ces images filmées par nos équipes, 5 feux simultanés se déclarent dans 4 localités dans le nord. Aux premières loges, des centaines de pompiers mènent depuis hier une lutte acharnée contre les flammes. Les 5 massifs forestiers sont toujours en proie aux flammes. Plusieurs équipes sont déployées sur place dans l'espoir de circonscrire les foyers de feu. 4 avions canadaires et 8 autres de type Turbo Trash mobilisés par la gendarmerie royale se relaient. En renfort, quelques 500 éléments de la protection civile, des forces armées royales, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection sociale et des services des eaux et forêts, en plus des autorités locales, sont à pied d'œuvre sur les 5 sites incendiés. Ce matin, le feu court encore et se propage. Sur son passage, déjà 1800 hectares consumés. Ce sont des zones difficiles d'accès où le feu continue de progresser, attisé par un vent intense type Shergui de 25 à 30 km/h et des températures extrêmes de 42 à 43 degrés. Les flammes ont jusqu'à présent ravagé une superficie totale de 1800 hectares répartis sur 1000 hectares dans la province de Larache, 60 à 70 hectares à Tétouan, 400 hectares à Taza et 300 hectares partis en fumée à Ouazen. Cela fait maintenant près de 48 heures que les habitants vivent au rythme de feux de forêt, comme ici à Jbel Habib où les flammes ont progressé près des habitations. Des centaines de riverains ont été évacués loin des foyers de feu. Et ces opérations sont contrariées par une météo défavorable et une forte vague de chaleur qui sévit dans les provinces concernées. Et puisque nous parlons de météo, notez cette alerte de la Direction nationale de la météorologie. Des averses orageuses localement fortes et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 80 km/h sont prévues ce soir dans les provinces d'Al Haouz, Marrakech, Chichaoua, Rhamna, Qla'ad Sraghna, Azelel, Bni Mellal et Khouribga. Je vous propose à présent de revenir sur le grand événement planétaire scientifique de cette semaine avec la révélation par la NASA des premières images du plus puissant télescope spatial jamais conçu, James Webb, et des clichés qui dévoilent 2 nébuleuses représentant le cycle de vie des étoiles, une exoplanète et un groupement compact de galaxies. Chaque image est une nouvelle découverte qui donne à l'humanité une vue de l'univers jamais vue auparavant. Les clichés qui fourmillent de détails montrent des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Et pour faire un arrêt sur image, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le grand scientifique de la NASA, Monsieur Kamal Oudreri. Bonsoir. Bonsoir Nesrine. Alors tout d'abord, on va revenir sur l'un des clichés montrant des nébuleuses représentant des étoiles massives faisant plusieurs fois la taille de notre Soleil. D'abord, commentez-nous ces images fascinantes. Oui. Bon, d'abord, ce que vous voyez ici, ça s'appelle la nébuleuse Carina. Et là, on voit la naissance des étoiles qu'on ne pouvait pas voir
avant avec Hubble télescope, mais par contre on peut le voir avec ce nouveau télescope qui utilise l'infrarouge. Donc on peut voir des milliards d'étoiles qui prennent naissance. Aussi, je vois aussi une autre image qui représente la masse de galaxies. Et cette partie qui a été prise, c'est une petite partie de l'espace. Et on a pu retracer la lumière et ces ondes jusqu'à plus de 13 milliards d'années. Donc on peut aller vers la naissance ou à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc ça ouvre une nouvelle fenêtre dans la recherche scientifique et l'astronomie. Donc on est à peine au début et ça va changer toute notre compréhension sur ce qu'on connaissait avant. Justement, puisque vous parlez d'une nouvelle ère, ces premières images marquent le début d'une immense aventure scientifique. Dans quel objectif exactement, plus concrètement ? Donc l'objectif, c'est surtout... Que nous réserve l'avenir avec ces découvertes scientifiques ? Donc d'abord comprendre comment notre système solaire a été formé et quelle est comment notre galaxie, parce que ces images aussi montrent les interactions des galaxies. Il y a une image de 5 galaxies qui interagissent l'une avec l'autre. Donc on a beaucoup de questions. Comment notre système solaire a été formé? Est-ce qu'on est les seuls? Parce que aussi ce télescope nous permettra de détecter plus de planètes planétaires, les exoplanètes, et mieux comprendre leur atmosphère aussi pour savoir est-ce qu'on est les seuls dans cet univers. Donc nouvelles théories peuvent-elles émerger et contredire ou alors ébranler ce que l'on sait jusqu'ici sur l'univers? Déjà, rien que quelques jours, il y a des théories qui ont été... Des exemples peut-être? Bon, comme j'ai dit, surtout des étoiles avec une masse très très faible. On ne pouvait pas les voir avant. Maintenant, avec ce télescope, on a pu les voir il y a quelques jours et ça change les hypothèses qu'on avait pour mieux comprendre comment les étoiles se forment. Donc déjà, avec ça, il va y avoir beaucoup de changements dans les livres de l'astronomie. Et beaucoup de surprises pour les scientifiques eux-mêmes. Monsieur Oudreri, le télescope James Webb a assez de carburant pour fonctionner pendant 20 ans. Vous-même, vous contribuez et vous êtes aussi à la tête directement d'un autre grand projet de la NASA, celui de Persévérance pour l'exploration de la planète Mars. Parlez-nous de cela aussi. Ouais, donc mon aventure a commencé avec la planète rouge ou Mars pendant plus de 20 ans. Donc on a aujourd'hui Persévérance qui est Curiosity. Donc il y a 2 robots qui travaillent et on est à la recherche de signes de vie et aussi s'il y a eu de l'eau souterraine qui peut-être supporter une colonie sur Mars. Aussi, ces robots nous permettent de tester la technologie qui nous permettra aussi d'atterrir des hommes ou des femmes aussi sur la planète rouge. Et aussi, comme vous le savez, récemment, on a pu créer l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne avec l'instrument MOXIE et aussi trouver des traces que l'eau était sous forme stagnante, c'est-à-dire qu'il y avait des océans ou des lacs, pas seulement. Et ça, c'est nécessaire si on parle de vie microbienne. Donc, on est sur la bonne voie. Et le plus important très vite, c'est-à-dire ce robot prépare des échantillons et on va les faire revenir vers la Terre pour mieux les étudier et savoir si on a pu avoir des signes de vie. Très brièvement, pourquoi cet engouement pour la planète Mars, plus particulièrement par rapport aux autres planètes? Un peu de vulgarisation pour les téléspectateurs. Oui, tout simplement parce que Mars n'est pas très loin par rapport à d'autres planètes, donc ça prend à peu près 7 mois. Et cette planète, elle avait de l'eau il y a quelques milliards d'années. Donc on essaie de comprendre pourquoi cette eau a disparu et est-ce qu'il y a
une possibilité que cette eau, il y a de l'eau qui est restée souterraine et qui peut-être nous permettre d'avoir une colonie. Donc, dans ce sens-là, la proximité et aussi le fait qu'il y avait de l'eau met en sorte que c'est une planète importante pour installer une colonie. Redescendant sur Terre, Monsieur Oudreri, et sur notre Terre plus exactement, vous êtes au Maroc, votre pays, pour les célébrations liées à Eid al-Adha, et vous avez récemment participé ou alors assisté au match joué par les Lions de l'Atlas qui ont garanti leur billet déjà pour le Mondial 2023, et puis pour les demi-finales de cette CAN féminine qui se poursuit au Maroc. Votre sentiment? Bien sûr que c'était un sentiment magnifique. Le fait que Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a toujours voulu que la femme soit présente dans tous les domaines et surtout aussi le domaine scientifique, sportif aussi, mais bien sûr scientifique. Et on était très contents que les Lions l'ont prouvé en se qualifiant pour la Coupe du Monde en 2023. Et je prends cette initiative, si vous permettez, d'encourager tous les Marocains à venir nombreux ce lundi, pour les encourager à hisser 21h. À 21h pour hisser le drapeau marocain plus haut. Très bien, donc il y a ces compétences comme ces joueuses de l'équipe nationale, ces compétences d'ici, mais il y a aussi les compétences d'ailleurs, comme vous, qui brillent de mille feux, chacun dans son domaine. Quel rôle peuvent jouer ces conséquences justement pour le nouveau modèle de développement du royaume et pour jouer peut-être un rôle de role model pour inspirer d'autres jeunes, hein, oui. Pour le Maroc de demain? Donc les MRE, comme les Marocains résidant à l'étranger, donc c'est des partenaires directs. On ne peut pas envisager un Maroc sans l'apport important de cette communauté. Et il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans ce qui est le savoir-faire et le transfert de savoir-faire et aussi tout ce qui est investissement. Et je pense que ça se développe très bien, et j'ai rencontré des milliers de Marocains qui viennent au Maroc ou bien s'installer ou apporter leur savoir-faire. Donc on est sur la très bonne voie pour la continuation d'un Maroc moderne qui va vers le haut, comme on le sait. Merci beaucoup de ces mots inspirants, professeur Oudreri. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. Et on parlait il y a quelques instants avec notre invité football et sport. Et voici une autre bonne nouvelle, cette fois-ci pour une autre équipe marocaine qui s'envole pour le Mondial 2023 aussi. Il s'agit de la sélection marocaine de handball. Elle s'est assurée cette place donc en validant son billet pour les demi-finales de la CAN de la discipline qui se poursuit en Égypte après avoir remporté une précieuse victoire face à la Guinée en quart de finale. Et avec cette bonne nouvelle, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.